Alors, nous avons pour cette table ronde, attention à la marche, Claude Monnier, bonjour, le DRH de Sony Music France. Nous avons à vos côtés Xavier de Masneau, fondateur du site d'information et de la newsletter The Village, qui décrypte chaque jeudi les mutations du travail. En ce moment, il y a à dire, n'est-ce pas? Solène Thomas, fondatrice du mouvement Éclore, qui est un lab de recherche et de création autour de nouvelles pratiques du travail, et également fondatrice d'un cabinet de chasse de tête. Et tout ça sera facilité, bon courage, par Christophe Pat, qui est le fondateur du média MyRH Line. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Super. Première petite question que je vais poser à nos participants ce matin, c'est de leur demander de me définir ce qu'est pour eux la culture d'entreprise. Je vais commencer par toi, Solène. Une culture d'entreprise, c'est un terreau fertile ou toxique qui permet de faire grandir les personnes. Et je crois fermement qu'il y a, oui, des cultures vertueuses. Xavier? Moi, je suis embêté de répondre à cette question parce que je pense qu'il n'y a pas de culture d'entreprise type. C'est plutôt un reflet, comme le disait Flore tout à l'heure, c'est plutôt un état qu'on constate et qu'on va essayer de faire grandir, mais c'est surtout pas quelque chose qu'on va figer et qu'on va enfermer. On va faire le petit jeu des cartons rouges, cartons verts. Est-ce que vous pensez que la culture d'entreprise existe systématiquement dans toutes les entreprises? Carton vert, et sinon carton rouge. Merci, ça conforte un papier que j'avais fait récemment où on me disait que la culture d'entreprise était inévitable et qu'elle existait dans toutes les entreprises. Là, on est à peu près à moitié-moitié. Mais est-ce que ça existe, la culture d'entreprise, réellement, Claude? Moi, je ne crois pas qu'il y ait des cultures d'entreprise, je crois aux contre-cultures. Mais les cultures d'entreprise, je n'en ai jamais constaté en un quart de siècle. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires qui voulaient nous y faire croire, mais dans la réalité, au quotidien, la culture d'entreprise, je crois à une culture dans la société, ou à la culture avec un C majuscule, aux arts majeurs. Mais culture d'entreprise, pour moi, ça ne va pas dans l'infra, c'est un oxymore. Merci. J'ai discuté avec un DRH d'une entreprise d'une taille assez importante, similaire à L'Oréal, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui me disait, nous, quand on recrute, le premier point qui est fait avec les candidats, ça se passe en ligne, et en fait, on leur pose des questions pour voir si leurs valeurs sont alignées avec notre culture d'entreprise. La question que j'ai envie de poser, finalement, c'est, mais en fait, cette culture d'entreprise, elle est extrêmement discriminatoire. Solène. Petite anecdote, moi il y a 10 ans, j'étais dans un salarié d'un cabinet de recrutement et quand je faisais des rendez-vous avec le dirigeant du cabinet chez des clients, que je parlais de culture, en sortant, il me disait Solène, je ne veux plus t'entendre parler de culture, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le client, comme Benoît est parti, on bossait pour L'Oréal, c'est que le client il signe en bas de la page. C'était il y a 10 ans. Heureusement, ça change. Moi, aujourd'hui, j'ai mon propre cabinet de recrutement. Je ne recrute que pour des clients comme Château Forme. C'est-à-dire que tous mes clients, 100% de mes clients viennent à moi et 100% de mes clients sont des entreprises qui aspirent à avoir une culture vertueuse. On chemine, évidemment. Donc, aujourd'hui, mon activité de recrutement consiste à comprendre profondément des cultures d'entreprise et à faire du recrutement affinitaire, à savoir à choisir des clients qui vibrent. C'est du recrutement vibratoire. Il n'y a pas de... En tout bien, tout honneur. C'est vibrant. Je vais chercher des candidats qui sont en résonance avec la culture d'entreprise. J'en arrive même à recruter où les compétences, au fait, sont pas du tout déterminantes. Je cherche des affinités culturelles. Donc ma réponse est oui. Xavier, à partir du moment où on se dit que c'est discriminatoire dès l'entrée, comment ensuite on peut venir dire que finalement les collaborateurs co-contribuent à la culture? Si tu penses que l'entreprise c'est une communauté, un groupe, le
groupe, forcément, il va fabriquer sa culture, pas forcément dite, pas forcément imprimée sur les murs, c'est-à-dire ce qu'on a dit dans les deux premières tables rondes, c'est de l'identité, c'est du rite, des rituels, c'est une manière de fonctionner. Toutes les communautés fonctionnent comme ça. C'est de la protection aussi, c'est de l'exclusion par nature. Tu es dedans ou tu es dehors. Et le problème, c'est est-ce qu'on veut une communauté inclusive ? Si on veut attirer des talents qui vont un peu développer, il faut accepter de se faire bousculer. Et c'est là encore, c'est l'oxymore dont tu parlais, c'est-à-dire à la fois on doit être inclusif et à la fois par nature on est exclusif. Donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que je pense que ça ne se décrète pas. Ça se vit et comme tout organisme vivant, une communauté, ça va évoluer dans le temps. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a 50 ans, on ne parlait pas de diversité, on ne parlait pas d'environnement. Donc voilà, c'est quelque chose de naturellement vivant et qui évolue. Et moi, j'aimerais pas être à la place du dirigeant ou du DRH à qui on a demandé de mettre une culture d'entreprise en place. Alors, contre-exemple, culture d'entreprise, ça peut être très exclusif. Il n'y a qu'à voir IBM, par exemple, qui est une des plus belles cultures d'entreprise qu'on connaisse. Ça fait quand même assez militarisé. Hein, si tu n'es pas dans la culture d'entreprise, tu n'as pas de place dans l'entreprise. Et ça il n'y a qu'à voir l'état d'IBM en ce moment. Autre symptôme, ils refusent le télétravail. Donc ça fait beaucoup quand même. Oui, puis on sait qu'aujourd'hui, la plupart des candidats ne sont plus attirés par les noms de marques. Avant, la plupart des candidats avaient envie d'aller bosser chez IBM, chez Renault, chez Sony. Aujourd'hui, c'est plus la marque en soi qui va attirer les collaborateurs. Mais finalement, ils viennent chercher quoi ? Par exemple, chez Sony, si tu nous dis, Claude, moi, la culture d'entreprise, elle est plutôt multiple qu'unique, elle est plutôt individuelle presque. Donc comment tu fédères tout ça ? Est-ce que c'est possible déjà ? Alors, la fonction RH, elle est très humble par rapport à ça. Je pense que les personnes qui viennent travailler dans des univers passion comme les industries culturelles et créatives sont mues par autre chose qu'une culture d'entreprise. Et tout à l'heure, je parlais de contre-culture. Cette fois, je vais parler de sous-culture. Moi, je pense que j'ai autant de culture que d'individus dans la maison. Et ce qui est intéressant, c'est la confrontation de ces rencontres entre les individus qui créent quelque chose que je ne vais pas qualifier de culture. Je voudrais faire référence au lieu. Je pense que ce lieu a une histoire religieuse. Et pour autant, là, on est bien dans un endroit où la religion n'est pas le sujet de notre conversation. On parle justement de culture. Je fais la différence entre l'entreprise et la société. Moi, je crois que les personnes qui nous rejoignent dans notre maison ont certainement une culture au sens très large du terme et ils l'expriment de différentes manières dans la société dans laquelle on vit. Mais quand ils viennent dans l'entreprise, il faut ramener ça au rapport au travail et que je pense que la façon dont on s'identifie à son travail où on développe son identité professionnelle, ça n'est pas sur un socle culturel, je pense que c'est sur un socle qui s'exprime par autre chose. Donc on n'imprime pas notre culture d'entreprise, il n'y a pas un mug avec les 3 valeurs de la maison sur les bureaux de tout le monde, et qu'on ne distribue pas à Noël un t-shirt avec Sony Music, c'est ça. On est vraiment justement dans une approche totalement différente, où moi j'essaye de considérer que chacun peut être punk chez nous, et en aucun cas rentrer, et je vais utiliser des mots un peu provocants, ni dans un moule, ni dans un formatage. Hein, c'est plutôt unique ensemble, plus que tous pareils. Alors que la culture, telle qu'elle a été un peu définie auparavant, on a quand même tendance à vouloir dire que les données sur le disque dur doivent être les mêmes pour tout le monde, et ça, c'est vraiment chiant. Solène ? Faut que je réponde. Moi, j'ai un biais, parce que les entreprises pour lesquelles je travaille, c'est 2% des boîtes. Donc, c'est des entreprises comme Châteauforme, peut-être un jour, comme Roule, la DRH est là, bonjour Servan, Seabird, structure à taille humaine. Le propre de ces cultures humanistes, ce n'est pas du tout de normer. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, elles offrent des terreaux qui permettent aux singularités de s'exprimer, tout en étant reliés les uns les autres. En gros, c'est la synthèse entre le capitalisme, culture individualiste, et le communisme, culture du commun. Il y a un chemin de crête subtil,
inconnu de la plupart des personnes, et en particulier des grands groupes, qui permet au collectif d'être soudé, d'être relié, d'être solidaire, aux espaces de travail d'être régénératifs, d'être portés par le sens, et aux individus de s'inscrire de manière enracinée et de manière individuelle. Donc il y a une ligne de crête, elle est vraiment, c'est un secret, je crois que c'est un secret. D'ailleurs, la culture ne se décrète pas, elle se secrète. Quelques sociétés ont ce secret, Châteauforme roule, pour ne citer que je connais, et moi j'aimerais qu'on partage ce secret au plus grand nombre pour que les groupes du CAC s'initient aussi à cet art de faire du commun et de l'individuel en même temps. Voilà, c'était un peu engagé, mais voilà, c'était là. Alors là, tu parles d'entreprise et tu me l'avais dit, tu travailles pour des entreprises de taille plus modeste. Et depuis tout à l'heure, on mélange un peu tous les sujets entre la start-up, la TPE, la PME, le grand groupe. Mais finalement, on ne peut pas aborder la culture d'entreprise de la même façon. On ne peut pas aborder la culture d'entreprise pour une boîte de 50 salariés comme on va l'aborder pour une boîte de 15 ou 80 000 salariés. Et on a parlé aussi d'un sujet tout à l'heure, et je voulais rebondir dessus, ça m'a fait un peu tiquer, mais est-ce que la culture d'entreprise aujourd'hui n'est pas, tout à l'heure tu évoquais la marque employeur, est-ce qu'on n'est pas dans les mêmes dérives de marketing? Parce qu'avant de créer une culture d'entreprise pour les personnes, pour les collaborateurs, aujourd'hui on crée d'abord une identité de marque et on décline bien souvent la culture à partir de ça. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier ? Moi, je pense que les entreprises font comme elles peuvent, ce qui n'est pas toujours simple, et que ça part d'un bon sentiment, de pouvoir développer une culture d'entreprise. Mais pour le faire, je crois qu'il faut essayer de comprendre les mécanismes, et les mécanismes qui organisent les relations entre les gens dans une communauté. L'entreprise, je le répète, c'est une communauté, avec une finalité qu'on peut habiller ou pas, avec des valeurs plus ou moins positives, plus ou moins riches. Ça, c'est pas toujours le cas. Il ne faut jamais oublier que la finalité, c'est le profit. Et s'il n'y a pas de profit, il n'y a plus d'entreprise. Que ce profit, on peut, comme le disait tout à l'heure un intervenant, on peut se contenter des humains comme moyen pour arriver à ce profit, pour arriver à cette finalité. Ou on peut essayer c'est encore Flora, tu vois. Ou alors on peut essayer d'enrichir cette culture. Mais je ne crois pas, encore une fois, que ça soit quelque chose qui se décrète. Ça ne peut être que parce que le ou les dirigeants ont une vision. J'ai cité IBM comme contre-exemple. Moi, j'ai un exemple qui est beaucoup plus positif. C'est Michelin. Vous connaissez probablement le Michelin du temps de la famille Michelin, où la famille Michelin était reine. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que François Michelin connaissait Simone Veil par cœur, connaissait Thibon par cœur. Il avait des valeurs chrétiennes assumées d'ailleurs. Ça veut dire qu'il avait ce côté richesse, comment vous l'appeliez tout à l'heure, supplément d'âme, ou je ne sais plus quel. Chaleur ajoutée, par exemple, qui transparaissait dans son organisation et dans le respect, la bienveillance des collaborateurs, le souci de leur épanouissement par le métier, le compagnonnage interne pour former les jeunes entrants avec les vieux briscards qui avaient du métier et du savoir-faire. Voilà, il y a des pistes, je ne dis pas que c'est le modèle à suivre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans une entreprise hyper performante, qui est en même temps très concurrentielle, et qui en même temps avait des valeurs qui paraissent un petit peu anciennes, archaïques, mais qui se révèlent être un outil extrêmement puissant au service du développement de l'entreprise. Alors comment ça va évoluer maintenant que peut-être que les nouveaux dirigeants ou les... Parce que là, tu parles d'une époque où finalement la culture d'entreprise est apparue dans des modes de management ultra-paternalistes à l'origine. Alors, à l'origine, bien sûr. Mais ça correspond à l'époque, à l'histoire. On ne peut pas regarder il y a 100 ans avec les yeux d'aujourd'hui. On ferait des contresens. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est peut-être à en dégager.
et à en conserver ce supplément de chaleur. Est-ce que finalement aujourd'hui c'est pas une punition pour certaines entreprises de s'imposer, j'allais dire la création, la modélisation d'une culture d'entreprise, d'essayer de se rendre unique? Est-ce que c'est pas finalement un exercice imposé qui est... Si, mais encore une fois, ça part d'un bon sentiment, mais je crois que c'est une erreur. Je ne sais pas si j'anticipe sur la deuxième question, mais quand on parle d'évaluer, quels sont les critères pour évaluer une culture d'entreprise? Au secours, et pourquoi pas des KPI, et puis on va fabriquer des nouveaux bullshit jobs pour évaluer sa culture d'entreprise. C'est n'importe quoi. Vous pensez qu'on peut évaluer la culture d'entreprise? Est-ce que vous-même vous l'évaluez dans vos entreprises? Oui pour carton vert et rouge pour non. On est bien avancé. Non, mais c'est intéressant. Vous l'évaluez comment? Via des surveys, des choses comme ça? Il y a quelqu'un qui peut nous le dire? Comment? Un baromètre? Claude, tu évalues quoi chez Sony? Comment tu t'assures Là, je te fais un cadeau avec cette question. Comment ça fonctionne? Si on ne travaille pas sur une culture d'entreprise globale, sur quoi on travaille pour favoriser l'engagement finalement? Moi, je vais me prendre un carton jaune. Il n'y a pas de caméra, c'est pas capté, ça va pas aller sur les réseaux sociaux, donc je vais me donner 3 minutes de liberté de parole. Pour changer. Le vocabulaire qu'on utilise depuis tout à l'heure, il est quand même intéressant en termes de grammaire. Très vite, on fait référence à la religion, à la politique, à la famille. On y met de l'affect, des valeurs. On n'a pas encore parlé d'éthique et de déontologie, mais on va pas tarder à rentrer dans ce bal des faux culs. Quand on se fait virer d'une entreprise, j'aimerais bien savoir ce qu'on pense de la culture de cette boîte. Quand on y rentre, on la trouve géniale, on a coché les cases. Maintenant, il y a des chatbots dans tous les sens. C'est l'intelligence artificielle ou chat je sais pas quoi qui va nous dire ça, c'est la bonne culture pour toi. Le petit test, la petite appli du matin. Moi, je suis plutôt le roi Merlin. Super. Il suffit que la culture de roi Merlin soit super, mais que le manager avec lequel vous allez bosser, c'est un toxique pervers. La culture de l'entreprise, vous en foutez royalement. Parce que le manager direct, et je l'ai appris grâce à la formidable professionnelle qui est assise au premier rang et qui a fondé So Many Ways, c'est que l'impact qu'on a en première ligne aujourd'hui, c'est la personne pour laquelle on bosse ou avec laquelle on bosse. C'est son manager. On l'aime pas, il nous aime pas. La culture d'entreprise, c'est la crème chantilly qu'on met sur la tarte, mais si la tarte est dégueulasse, elle est dégueulasse. Et franchement, moi, je vais essayer de bannir le langage religieux, bannir le langage familial, bannir le langage politique. L'entreprise, c'est pas faire société. On y va l'entreprise est là pour faire des profits. Merci infiniment de l'avoir rappelé. En tout cas, dans l'économie néolibérale dans laquelle on se trouve. Je connais peu de dirigeants schizophrènes qui font à la fois du capitalisme et du communisme en même temps. On essaye de nous servir l'histoire des entreprises à mission ces derniers temps. Et j'ai assisté à une fantastique conférence organisée par Château Fort et son dirigeant il y a peu de temps. C'était très inspirant, mais il y a quand même plein de gens qui aujourd'hui n'ont pas encore trouvé cette voie de l'entreprise à mission. Et pour répondre à ta question, Christophe, moi je mesure rien du tout, parce que la mesure de lundi matin, elle est déjà obsolète le lundi soir. Si je me suis frité avec un artiste, si je me suis engueulé avec mon manager, ou pour je ne sais quelle raison mon ordinateur n'a pas marché, tout ce qui ne va pas marcher, c'est la faute des ressources humaines. Alors qu'en même temps, on me demande à moi de faire une culture d'entreprise et de la mesurer. Et pour conclure, parce que sinon ça devient un tunnel, je crois sincèrement que si déjà on partage une grammaire commune, et qu'à un instant T, on arrive à créer un collectif pour travailler, on produit quelque chose, c'est déjà pas mal. Si on y met un peu de sens éthique ou déontologique, c'est encore mieux. Mais je reviens à un moment fondamental. Quand on quitte une entreprise et que manifestement, les gens dans cette salle vont sûrement connaître plusieurs employeurs, ça m'étonnerait que dans notre propre vie, on soit compatible avec plusieurs cultures d'entreprise. Donc si on n'est pas compatible avec plusieurs cultures d'entreprise, je ne vois pas pourquoi on insiste sur l'importance qu'elle pourrait avoir quand on est dedans, parce que quand on est dehors, on s'en contrefout, et la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'on s'est barré avec un chèque. Et en l'occurrence, ça, c'est pas une culture d'entreprise. On revient au plus petit dénominateur commun. Dans l'infiniment petit, je suis rémunéré pour ce que je fais. Si je me fais foutre dehors, est-ce qu'on le fait avec respect? Et ça, c'est pas une question de culture, je pense que c'est une question d'éthique. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est le plus petit dénominateur commun sur lequel j'essaie de trouver un accord avec les gens avec lesquels je bosse. La culture, je vais dans les musées. Je prends la parole, sans permission. Solène, j'adore nos désaccords. On s'est déjà frité, non, mais pas frité. On s'aime beaucoup quand même. Solène et moi, on s'est rencontrés chez le coiffeur. Et comme vous voyez, ça aussi, c'est une question de culture. Ça n'a pas donné le même résultat.
Non, mais merci, parce qu'en fait, ce que dit Xavier, c'est vrai. C'est-à-dire que 98% des boîtes sont apolitiques, non spirituelles. C'est vrai. En revanche, 2% des boîtes sont portées par un projet sociétal et animées par un dirigeant qui a une foi non religieuse, mais une foi humaniste. L'intégralité des entreprises que je considère du Nouveau Monde ont des dirigeants inspirés, qui sont engagés dans une citoyenneté, un projet de société. C'est-à-dire que Simone Veil, je crois, c'est dans La grâce et la pesanteur, pour faire le lien entre Flora et toi, Xavier, nous dit, si vous mettez j'aurais pas les mots exacts, mais l'idée est celle-ci, si vous mettez un groupe ensemble, naturellement, il va aller chercher, ce que tu as dit, Xavier, le plus petit dénominateur commun. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner ensemble, on va chercher le plus petit. Le plus petit, généralement, c'est la pesanteur. C'est le grossier, c'est l'ego, c'est la peur, c'est je te prends ton business, voilà. C'est pas très beau, quoi. Et ça, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des boîtes. Mais Simone Veil, déjà, il y a... c'est en quelle année, la grâce à la pesanteur, Flora, tu te souviens? Attends. Ouais, les années 40, entre deux guerres, entre Seconde Guerre mondiale, nous dit, il y a une autre manière de faire. C'est pas d'aller chercher la pesanteur, mais d'aller chercher la grâce. Donc d'aller chercher ce qu'on appelle la syntonisation. Aller chercher ce qui crée un rêve collectif, un truc plus grand. Globalement, comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte que les gens ils aillent bosser avec le désir d'être utiles à soi, aux autres, à la société, participer à une transition de société. Ça, moi, ça me fait lever le matin. Il se trouve que 98% des boîtes font pas rêver. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de burn-out, autant de départs et autant de bullshit job et bullshit com. Mais il existe quelques boîtes. On a la chance d'avoir eu ce matin un binôme qui a témoigné, Château Forme. C'est pas bullshit, on l'a senti. Vous l'avez senti dans votre corps que c'était pas le bullshit. Hein. Ça se sent, ça se capte. Les mots ils sont vibrants, les paroles sont incarnées, c'est habité. Et ben ces boîtes elles existent. Donc regardons ces boîtes, écoutons-les et inspirons toutes les boîtes à faire pareil. Voilà. Pour que Xavier n'ait pas indéfiniment raison, même si aujourd'hui, il a plutôt raison. Excuse-moi, Claude. Xavier, tu es médiateur, toi. Xavier a raison aussi. Juste ce que tu viens de dire et ce que a dit Claude tout à l'heure, les petits côtés pervers du travail, les managers toxiques. Moi, je pense que justement, une culture d'entreprise, ça peut aller dans le détail pour se protéger de ce type de comportement. Il y a des entreprises où on ne tolère pas. On ne tolère pas le sexisme. Il y a des choses fondamentales qui font partie des valeurs. Un manager toxique va peut-être détecter beaucoup plus vite que dans une autre entreprise. Dans ce côté, par ces aspects-là, je pense que c'est assez bénéfique d'avoir, je ne sais pas comment l'appeler, du coup, c'est plus une culture, c'est plus une grammaire, c'est une espèce de corpus de comportements, de valeurs qui sont affirmées et dont tout le monde, dès l'entrée dans l'entreprise, dès l'onboarding, c'est qu'on ne fait pas comme ça ici. Si on fait comme ça, on s'en va, on se ça, c'est dirait. pas de la culture d'entreprise. C'est du management, c'est de la raison. Oui, presque. mais tu as des entreprises qui tolèrent plus que d'autres ce type de comportement. On est post-Covid dans l'ultra-individualisme. Et la question que je me pose, c'est comment et pourquoi finalement on perd son temps à créer une culture d'entreprise pour une société qui va quand même vers l'ultra-individualisme. Et j'ai envie de demander à Claude ce qu'il en pense. Parce que j'aime bien les réponses de Claude. Je ne sais pas quelle couleur de carton choisir là. Moi, je dis qu'un poisson pourrit toujours par la tête. Donc, je partage cette analyse qui, à mon sens, je serais enclin à suggérer de ne pas faire la confusion entre la direction générale et la culture de l'entreprise. Je pense que ce qui peut inciter des gens à partager un moment ou à créer un collectif, c'est l'exemplarité managériale. Alors, quel que soit l'étage du millefeuille, qu'on soit un manager de proximité ou une dirigeante, moi j'ai la chance d'avoir une dirigeante aujourd'hui qui est totalement exemplaire en termes de comportement. Ça suffit à considérer qu'autour d'elle, elle crée un collectif. Elle crée un suprabut, au sens de Gilles Deleuze, où elle inscrit notre partage dans une logique de réciprocité des attentions
et d'exemplarité comportementale. Derrière ça, il y a du courage décisionnel. Donc elle a le courage de prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, elle les assume et elle communique dessus, elle les explique. Et elle assume une autre chose qui est de considérer que la différence de notre corps social, ce qui constitue les richesses de notre corps social, c'est la différence des gens qui composent ce corps social-là. Donc le mot de culture n'existe plus pour nous. C'est peut-être un abus de langage parce que je ne suis pas un spécialiste, mais après avoir parlé de contre-culture, de sous-culture et de jouer sur le mot culture, j'ai envie de vous glisser un dernier, c'est le permaculture. En permaculture, on a quand même une volonté, c'est de considérer que les végétaux vont se nourrir entre eux, se protéger entre eux, etc. Et je ne suis vraiment pas un spécialiste. Je pense que, vu la température qu'il fait dans cette ancienne chapelle, j'aime bien réfléchir à cette notion de permaculture, parce que la réponse, elle va être collective. Il va bien falloir qu'on trouve des solutions collectives pour se sortir de la pression climatique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Dans l'entreprise, c'est la même chose. Je pense que manifestement, on subit énormément de contraintes dans l'entreprise, le niveau d'incertitude, la pression économique, l'utilité. On est effectivement dans cette recherche d'utilité individuelle qui donne du sens à ce qu'on fait, le fameux sens au travail. Et que la réponse, elle n'est pas culturelle. La réponse culturelle est dans la société. Je crois que la réponse en termes d'exemplarité, elle est dans l'entreprise. Et la frontière qu'il y a entre les deux, j'ai conscience qu'elle est ténue et poreuse, mais c'est bien le rôle de la fonction RH que de considérer que les relations humaines au sein de l'entreprise, elles ont une rationalité. Dans la société, elles n'en ont pas. Et c'est ce pourquoi on a besoin d'avoir une police, une gendarmerie, une assemblée nationale, etc. Et de temps en temps du 49.3. Sur ce... Xavier, je vais te laisser la conclusion. Ce que j'aimerais savoir, c'est finalement si la culture d'entreprise, c'est presque un concept, et est-ce que finalement c'est ça le sujet aujourd'hui? Est-ce que les entreprises n'ont pas intérêt à travailler sur autre chose que simplement se dire on va travailler sur notre culture d'entreprise? Aujourd'hui, les entreprises ont peut-être intérêt à revoir leur mode de travail, à revoir leur système de fonctionnement. Ça, c'est pas vraiment de la culture au sens du mot culture. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Tu as 3 heures. Vous avez 3 heures. Allez, peut-être pas vous, mais j'essaie de faire plus court. Je crois que les entreprises sont un peu comme des lapins dans des phares. Là. Elles ne savent plus à quel sein se vouer. C'est très, très dur. On voit bien une montée sociétale, d'attente sociétale. Tu parlais de cette vague individuelle ou individualiste qu'on peut comprendre après la crise, voilà, il y a des tas de gens qui ont en profité pour réfléchir, pour changer de vie, pour changer de métier, pour enfin faire ce qu'ils voulaient faire. D'autres qui ne savent pas. Bref, on est dans une période visiblement de transition. Moi, je connais certains dirigeants qui pensent que c'est temporaire et que le monde d'avant va revenir et que tout va recommencer comme avant. J'en doute fortement. J'en doute fortement parce qu'il n'y a aucune raison que, par exemple, les problèmes environnementaux, que les problèmes sociaux comme on les connaît disparaissent du jour au lendemain par magie. Et donc, il va bien falloir se les coltiner et l'entreprise va avoir besoin de les digérer, de les intégrer. Sinon, on aura un discours complètement déconnecté des attentes de la société sociétale. La première, donc je viens de la citer, est-ce que dans son travail, dans la manière de faire fonctionner son entreprise, la manière d'obliger ses salariés à venir tous les jours au boulot, à repartir avec des comportements qui sont absurdes sur le plan environnemental, ça me paraît peut-être plus important et plus urgent que d'aller se soucier de bâtir une culture d'entreprise complètement artificielle. Mais ça en fait partie. Ce souci que je vais avoir pour les salariés, sur leur vrai centre d'intérêt, sur leur qualité de vie, sur l'envie qu'ils ont de travailler ou pas pour mon entreprise, les soucis sociétaux, environnementaux plus larges, ça fabrique une culture d'entreprise. Et ceux qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Comme tu disais, la culture, elle va se construire, enfin la culture ou autre chose, peu importe comment on l'appelle, elle évolue. C'est quelque chose de vivant. Merci Xavier, merci Solène et merci Claude.